La passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées. Daffy, la passion pro. Bienvenue à Marseille pour le 3e épisode de l'émission Sans concession, l'émission à contresens. On va parler des communautés motardes, on va parler du dernier Grand Prix de la saison. Suivez-moi. On est donc dans la concession Harley-Davidson Massilia. Merci Alain de nous accueillir dans ce superbe endroit. Il y a des briques partout au plafond, il y a un espace incroyable. On est en plein cœur de Marseille, cours Lieuteau. Exact, bonjour. Bonjour d'abord. Voilà, donc Alain, directeur commercial de Harley-Davidson Massilia. On est en présence de Jérôme Pat, responsable marketing Moto Journal. Bonjour. Salut Jérôme. Et Bader, qu'on ne présente plus dans le monde de la moto, Bader, le grand animateur de l'émission Eyesight sur RMC Découverte. Bravo Bader d'avoir réussi à imposer une émission pour le grand public, une émission moto pour le grand public. Merci beaucoup, puis bravo à vous aussi de vous lancer dans cette nouvelle aventure, c'est top. On commence. Eh oui, il faut bien. On arrive. Bon, Alain, avec toi, on va parler un peu de la concession Harley Marseille. Ça fait longtemps que tu es ici ? Ça va faire 16 ans, 17 ans. Quel est un peu le profil du motard Harley-Davidson à Marseille? Est-ce qu'il est différent par rapport à ailleurs? Moi, je pense que le motard chez Harley a évolué, a changé. C'est pas propre à Marseille. Je pense que c'est dans toutes les villes ou chez tous les concessionnaires Harley. Quel modèle tu vends le plus ici? Pour nous qui sommes dans une grande ville, le modèle le plus vendu, ça va être l'Iron et le 48. Et le Fat Bob, t'en penses quoi du nouveau Fat Bob avec le feu à LED à l'avant? Alors effectivement, quand il a été présenté, beaucoup de gens ont été surpris. Moi le premier. Et c'est une des machines qui aujourd'hui est vraiment très demandée. Et toi, la Fat Bob, tu l'as essayé, Bader? Non, du tout, mais c'est prévu dans cette nouvelle saison qu'on prépare là. On a prévu. Ouais, bah, moi j'adore. Personnellement, tout ce qui est un peu ancien, on va dire traditionnel, authentique, mélangé à de la nouvelle technologie, moi personnellement j'adore. Alors le Fat Bob, on l'a essayé dans des conditions parfois difficiles. On regarde ça tout de suite. Salut! Ouais, salut David. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bah, je viens chercher un Fat Bob. Je sais pas lequel c'est, des deux. Bah écoute, choisis celui que tu préfères, une 10 super livrée ou... Ouais, je vais prendre le modèle plus foncé. Allez, ça marche. C'est peut-être pas les meilleures conditions pour essayer une Harley avec un pneu large comme cette Fat Bob. La Fat Bob bouleverse les codes avec son phare à LED à l'avant. Elle a une gueule, elle est maintenant rangée dans la famille des Softail. Et on a la version de 114 cubic inches, c'est la cylindrée, donc ça fait 1868 cm3. 94 chevaux, on a l'impression qu'il y en a plus, il y a énormément de couples. On a toujours la courroie de transmission à l'arrière qui permet des accélérations vigoureuses. Avec un échappement 2 en 1 en 2. Avec le bruit caractéristique de Harley-Davidson, le fameux potato-potato, on a vraiment une machine très valorisante. Pour le chapitre du freinage, maintenant c'est de l'ABS, c'est assez performant. Il n'y a pas d'anti-patinage, donc l'arrière a tendance à balayer un peu. Alors toute la partie réservoir, compteur est assez esthétique. En revanche, le réservoir perd plusieurs litres. Il est passé de 16,9 litres à 13,6 litres. C'est assez faible. La position de conduite, elle est vraiment assez basse avec 710 mm de hauteur. Le pilote est très bien installé, très bien calé.
C'est moins le cas pour un passager qui va trouver l'arrière de selle assez étroit. Donc on a une partie arrière très courte, un peu dans la mode des machines néo-rétro modernes avec une plaque déportée. On a accès à des réglages de la suspension arrière avec une molette déportée. C'est assez nouveau. On reste sur des défauts qu'on connaît chez Harley-Davidson avec un peu de chaleur qui se dégage du moteur. On a eu un petit peu des conditions difficiles, donc la maniabilité n'était pas évidente avec le gros pneu à l'avant. Toi Alain, t'en penses quoi de la maniabilité du Fat? C'est pas pour te contredire, mais effectivement, quand moi je l'ai essayé, j'ai eu d'autres sensations. Je trouvais que c'est une moto très compacte, même avec cette grosse roue effectivement devant. Je la trouvais relativement maniable, même en virage. J'ai été surpris que Harley puisse faire un véhicule comme ça parce qu'il y a de la garde au sol, ça freine, ça accélère fort. Donc moi j'étais agréablement surpris, une moto presque facile. Parce que c'est ce gros pneu là qui te gêne, c'est ça? Ouais, en fait, il y a une partie de l'essai qui s'est déroulée sur un sol un peu mouillé. Et donc, c'était un peu délicat. C'est peut-être toi qui flippais, non? Il y a ça aussi. Non, il y a ça aussi. C'est normal, on va dire, sur route sèche, c'est quand même à Marseille, beaucoup plus facile. Voilà. Ouais. Merci, messieurs. On va passer au top et au flop de la semaine. Le premier top de la semaine, on était au Salon de Milan et on a découvert un produit qui nous plaît beaucoup. Ce sont des gants qui vibrent à l'approche des zones de danger. Ah bah ça va être bien pour ton permis, Bader. Hein? Oui, bah oui, écoute, ouais, ça va un peu nous sauver la mise ce truc, d'autant que c'est une technologie française. Hein. Mais sur une Harley, donc avec les vibrations, t'arrives quand même à les sentir. Ouais. Moi, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'un bon gros mono, tu sais, à bas régime qui cogne bien, je pense qu'il peut t'avertir ce que tu veux, tu le sentiras pas. T'as essayé? Non. Non. T'es allé à Milan? Non. Non. Mais fallait essayer. Non. Non, c'était. Non, c'est impressionnant. On va passer au deuxième top, c'est une publicité comparative, ce qu'on ne voit pas souvent dans la moto. Et là, c'est Michelin qui nous gratifie d'un comparatif entre son nouveau pneu, le Road 5, et les pneus de la concurrence. Donc Michelin a développé un pneu pour la pluie, le Road 5, qui freine après 5000 km, il freine mieux que le précédent pneu de sa génération, le Road 4. Il freine plus court après 5000 km d'usure grâce à des petites lamelles qui viennent... Un autre top, alors je ne sais pas trop si c'est un top ou un flop, c'est le Hoverbike de la police de Dubaï qu'on regarde en ce moment, un drôle d'engin. Donc est-ce que c'est une moto, est-ce que c'est pas une moto? En tout cas, il y a un casque, il y a une sorte de simili-guidon. Flop ou top, le motobot qui s'est fait mettre 32 secondes par Rossi? Top. Toi Alain, une Harley autonome, tu la vois bien? Non. Il y a déjà une Harley électrique. Il y a déjà une Harley électrique. Exactement. Affirmatif. Et une Harley autonome? Je préfère rouler, moi. C'est un tel plaisir pour moi, donc je vais rester traditionnel. Laissons-nous rouler. On termine par une petite vidéo insolite avec 5000 abeilles qui ont investi la fourche d'une machine. Il y a la reine des abeilles qui s'était installée dans la fourche. Il a fallu faire appel à une apicultrice pour déloger ces 5000 abeilles. On va passer à la rubrique Quoi de neuf? Le salon EICMA de Milan dernière, on a vu les grosses nouveautés du salon de Milan, la grosse cavalerie. Je voulais faire un petit focus sur les machines bicylindres de moyenne cylindrée, puisque on reste quand même dans le cadre d'une utilisation au quotidien, et de plus en plus de constructeurs développent des machines de moyenne cylindrée. Et KTM avec une 790 Duke qui surnomme The Scalpel, 105 chevaux, The Scalpel, 105 chevaux, une arme, un outil, 799 cm3, comme ne l'indique pas le 790 Duke, c'est habituel maintenant. Un Twin, ça te parle Alain? Un peu, non? Ouais. Et là, voilà, c'est pas un V-Twin, c'est un parallèle Twin. La moto me semble intéressante, après l'essai, ouais, j'aimerais bien. Jérôme, une moto qui te conviendrait peut-être
plus que le KTM, c'est un autre bicylindre parallèle, celui de Royal Enfield. Voilà, moi avec les choses, je crois que ça se voit sur moi. Hein. Je suis plus attiré par les choses dites à l'ancienne, donc effectivement ça... Deux nouveaux modèles, ça Royal Enfield Interceptor et Continental GT, deux twins de 650 cm3, présentés à Milan. Là, c'est plus 105 chevaux, c'est 47 chevaux. Également une Benelli Leoncino 500, un bicylindre également de moyenne cylindrée. Et Suzuki, l'une des rares nouveautés de Suzuki cette année, une SV650X. Donc voilà, on attendait un peu plus de nouveautés chez Suzuki, on est un peu déçu. Mais grosse déception quand même de la part de Suzuki dans le cadre du Salon de Milan. Effectivement, on a vu que malheureusement c'était des principaux constructeurs celui qui proposait le moins de nouveautés. Et par rapport à ce nouveau SV650, est-ce qu'on peut parler de véritables nouveautés? Moi, je trouve pas, c'est dommage, d'autant que Suzuki, ils ont des modèles forts, historiques. Bon, la SV, c'est une super bécane, elle aurait juste dû un peu évoluer, comme le Bandit. Bandit 1200, aujourd'hui, ça devrait être un roadster surpuissant avec fourche inversée, étrier radio. Et ils ont jamais, je sais pas pourquoi, ils ont jamais franchi le cap. Ils sont toujours restés un peu protéger un peu ces modèles, tu vois, sans trop vouloir les dénaturer. Le SV est sorti du catalogue en France, il est revenu pratiquement inchangé. C'est dommage parce qu'en plus, à la base, c'est d'excellentes motos, quoi. Donc ouais, un peu déçu, ouais. Alors voilà pour les twins de moyenne cylindrée. Chez les grosses cylindrées, chez les twins, on a le retour sur le devant de la scène de votre concurrent historique, Alain. C'est Ah, on n'a pas de concurrent, nous. Ah bah avant alors. Bien avant alors. C'est Indian qui se met au flat track avec un modèle Scoot FTR 1200 custom. Il y a eu un film, magnifique moto, belle, et Indian dispute face à Harley un championnat aux US de dirt. On est revenu à la rivalité ancienne, historique. Bah, certainement, puisqu'ils sont sur le marché aujourd'hui avec une gamme qu'on connaît. On verra bien, l'histoire va nous le raconter. On est prêt à... Vous êtes prêts à lutter de nouveau? Bien sûr. Alors on a vu en début d'année un film, c'était plutôt fin d'année dernière, un film Harley and Davidson. Tu l'as vu? Très bien, hein, ouais, très bien super, réalisé. Deux super. acteurs de Game of Thrones, gros moyen. Ouais. Et là, Harley a le beau rôle et Indian, c'est les méchants, quoi. C'est l'histoire. C'est fidèle. Gentil ou quoi que ce soit, c'est l'histoire. La transition est toute trouvée pour passer à la rubrique sport. En deux roues, tout peut arriver. Entre les crevaisons, les bandes blanches, les portières, les feuilles mortes, les flaques d'huile, l'aquaplaning, le brouillard et les nids de poules. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur son assureur April Moto. Rendez-vous sur april-moto.com pour demander votre devis. On passe au débrief sport avec un invité du coin. Salut Freddy. Salut, bonjour à tous. Donc t'habites à combien d'ici? Une petite demi-heure, au Nordex, juste au Nordex. Tu connaissais la concession ici, Harley Davidson? Je suis souvent passé devant, mais j'ai été le premier surpris quand je suis rentré à l'intérieur. Impressionnant dedans. Ouais, franchement c'est cool. Tu veux acheter une Harley? Non, mais j'achète pas les motos, moi on me les prête. D'accord, d'accord. Donc Freddy, on commence par ton palmarès. Tu nous présentes brièvement tes faits d'armes? Bah écoute, entre autres, double champion du monde d'endurance, et puis 3 fois vainqueur du Bol d'Or et une fois des 24 heures. Est-ce qu'il y a une inversion un peu des courbes entre l'intérêt pour le superbike et l'intérêt pour l'endurance? Est-ce que tu perçois ça? Est-ce que tu dirais que c'est le cas? Le mondial superbike. C'est super compliqué. Je pense que le MotoGP prend tellement de place que le superbike il a du mal à survivre là-dedans, alors qu'il y a des pilotes qui sont extrêmement bons. Et sincèrement, je pense qu'on parle tous de Jonathan Rea. L'intérêt du superbike, c'est parfois difficile. Ben voilà, et alors que ce sont des motos. Non, je comprends. Et l'endurance, c'est un monde à part en fait. C'est autre chose. C'est vraiment, on ne compare pas une course de superbike à une course d'endurance. Et comme on compare souvent, et je l'ai toujours dit parce qu'on le voit moins, aujourd'hui, déjà il y a Randy qui est arrivé en endurance. Le truc, malheureusement, on n'a pas pu voir sur une année entière. Bon, il y a eu les 24 heures du Mans. Là, on aurait tous voulu voir comment ça allait se passer sur une course entière et tout ça. On avait tous envie de comparer et tout ça. Moi, le premier, parce que voilà, Randy reste Randy, quoi. C'est un pilote de MotoGP. Comme je dis souvent, aujourd'hui, on a Zarco, mais Randy a été. C'est le seul qui est resté en MotoGP pendant 10 ans. Il a fait des choses incroyables. Il a eu ses défauts, certes, mais en tout cas, il a fait quelque chose que personne n'a fait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un pilote, en tout cas, moi, que je respecte. Un des pilotes que je respecte le plus en tant que Français.
Et on a tous envie de se comparer à lui. On parlait de Randy, la transition est trouvée pour le MotoGP. On va écouter Michel Turcot qui est en direct de Valence. Il va répondre à nos questions. Salut Michel, on a vécu un week-end de folie à Valence. Toi, tu es toujours là-bas pour les essais. Oui, bonjour David. Oui, je suis toujours à Valence. Oui, vous savez que le temps est compté en MotoGP. Donc voilà, 2 jours après la fin de la saison, une nouvelle commence avec les premiers essais. Michel, on va commencer par l'événement le plus marquant du week-end, c'est-à-dire le titre de Marc Marquez, son 6e en tout, le 4e en MotoGP. C'est un extraterrestre, Marc Marquez? Eh oui, David, Marquez bluffe tout le monde, les spectateurs comme les journalistes. Ce qu'il a encore fait cette année était juste incroyable. Un 6e titre, le 4e en MotoGP en seulement 5 saisons. Il est le plus jeune aujourd'hui, le plus jeune sextuple champion du monde à 24 ans. C'est juste colossal et on peut imaginer que d'autres titres vont venir s'ajouter à sa collection. En tout cas, ce qu'il a fait encore ce week-end, c'est juste extraordinaire. Rattraper la glissade de sa Honda là, à quelques tours de l'arrivée comme il l'a fait, c'est bon, personne n'en est revenu. Je pense que c'est des images qui vont tourner un peu en boucle un peu partout. Voilà, il a eu un début d'année très difficile. Il en a encore parlé après la course. Hein. Il a même douté. Il dit qu'après Le Mans, il était un petit peu au fond du trou, prenait plus de plaisir sur sa moto. À Barcelone au mois de juin, sa coiffeuse lui a même dit mais attention, Marc, tu perds tes cheveux, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il a vu son médecin qui lui a dit que c'était le stress, qu'il fallait qu'il change un petit peu sa façon d'approcher la course, qu'il fallait qu'il redevienne un peu plus ce Marc détendu et heureux qu'on connaissait. Honda a fait beaucoup d'essais, on a changé de châssis, il a retrouvé une moto qui petit à petit lui a permis de retrouver ce feeling, ces sensations, ce plaisir, et il a fait une fin de saison, une deuxième partie championnat très régulière, en enchaînant les podiums. Au bout du compte, il y a encore un titre de champion du monde. Tout le monde est bluffé par Marquez, évidemment. Il a failli tomber. Tu m'as montré tout à l'heure, Freddy, une photo de Marquez en perdition. C'est incroyable. Est-ce que tu te transposes dans la tête de ce pilote? Non, bah alors, de toute façon, il a une maîtrise que je pense que personne n'a. Aujourd'hui, tout le monde rencontre plein de problèmes. Et en fait, je pense que c'est le seul, quand on regarde, qui n'a pas fait des écarts de résultats. C'est le seul qui a toujours été là, parce qu'il a une maîtrise de l'avant, je pense, qui est incroyable. Et là, il l'a prouvé. Je connais Valence. Une super maîtrise de la chute, parce que c'est quand même incroyable. Combien de fois il a chuté cette saison? 27 c'est pas une maîtrise de la chute. Oui. En tout cas, il n'a pas la peur de la chute. Il se fait pas mal. Non, mais c'est surtout de la perte de l'avant. Mais ce que je vois, enfin, il s'en est mis des bonnes à Silverstone, il s'en est mis une bonne aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que il est possible de rattraper une moto une fois de temps en temps, une fois tous les 4 ans, pour un pilote normal, dans un virage lent, tu vois. Mais là, il a montré qu'il pouvait rattraper. En fait, il pouvait rattraper dans les virages lents. Ouais. Mais là, à Valence, dans le premier gauche, c'est pas un virage lent. Non, mais une fois en conférence de presse, il a abordé un chapitre, mais très vaguement quand même. Et il a dit qu'il s'entraînait spécifiquement chez lui, entre les Grands Prix, pour les chutes, pour arriver à ne pas se blesser. Qu'est-ce que ça peut être comme entraînement? Parce que là, franchement, à part se jeter par terre… c'est dur, je ne connais pas, mais je pense qu'il faut avoir un feeling de l'avant. Il faut avoir un feeling. Donc pour avoir un feeling de l'avant, je pense qu'il faut rouler un maximum avec énormément de motos. Et il faut avoir la possibilité de rouler le plus possible parce que le feeling, il faut que tu le gardes. Alors l'autre événement pour nous, Français, c'est le formidable parcours de Johann Zarco cette saison. L'incroyable dernière course, il a failli nous offrir la victoire. Johann Zarco, est-ce qu'il va continuer à nous faire rêver en 2018? Michel, tes réponses? Alors c'est difficile à dire si Johann va nous faire rêver comme il a fait cette année l'an prochain. En tout cas, on peut penser qu'il va continuer sur le niveau de performance qu'on lui a connu. Le feu d'artifice finalement du Qatar, on l'a vu 6 tours en tête, a perduré toute l'année. Là, il fait une fin de saison sur les 4 derniers Grands Prix des premières lignes de podium, c'est juste énorme. Je crois que depuis 2006 et les débuts de Kazestoner en MotoGP avec la Honda du Team LCR, on n'avait jamais eu un pilote d'une équipe indépendante qui réalise une telle première année en MotoGP. Donc il est meilleur rookie, premier pilote indépendant. Difficile de faire mieux que ce qu'a fait Johann cette année avec une moto qui est sur le papier était pourtant inférieure à celle de ses adversaires.
Johan Zarco, donc, il nous a tous bluffés, vous aussi, j'imagine. Ah oui. Exceptionnel, exceptionnel. Incroyable, incroyable. D'autant que moi, je l'ai jamais trouvé, dans les années Moto 2, j'ai jamais trouvé que c'était un pilote très agressif, à part la dernière, je veux dire, le deuxième titre qu'il a eu là, vraiment, on a vu quelqu'un de combatif, un guerrier. J'aurais jamais cru qu'il ferait ça cette saison, et là, finir comme ça, bon, c'était magique. Vous avez cru à la victoire quand vous avez vu Pedrosa revenir, Freddy? Le problème, c'est que Pedrosa, il a de l'expérience. Et le problème, c'est qu'il avait beaucoup plus de... non, mais je pense que c'est même pas la bagarre. C'est que quand on voit dans le dernier virage, il avait beaucoup plus de grip que Johan. Donc je pense qu'il fallait juste qu'il temporise, qu'il accélère au bon endroit. Et on a bien vu, il a bien bloqué dans le premier virage, il a bien bloqué pour pas qu'il accélère. Et à partir du moment où il lui a empêché la possibilité de lui refaire les freins, c'était fini. Et je connais quelqu'un qui a été déçu par le fait que Johan n'était pas assez agressif sur Pedrosa. Pedrosa n'est pas connu pour être un bagarreur, un finisher. Ouais, bah tu lui diras de monter sur la moto et puis d'essayer de faire mieux. Je pense que c'est la meilleure solution. Hein. Je sais pas qui c'est, mais... Je sais pas, un mec. Donc Johan Zarco, extrêmement performant. Est-ce que ça n'est pas un peu difficile pour les pilotes Yamaha en ce moment? Ah oui David, vous imaginez bien que les performances de Johan font de l'ombre à l'équipe officielle Yamaha. On a du mal d'ailleurs à comprendre ce qui s'est passé cette année chez eux. Les Japonais, les premiers, sont un peu perdus visiblement. On a un Vinales qui gagne qui domine les essais hivernaux, qui gagne les 2 premiers Grands Prix, et puis après il regagne au Mans, et puis après on est perdu. Alors pourquoi, comment? Aujourd'hui on se rend compte que Rossi a peut-être emmené les Japonais sur des mauvaises pistes. Il n'était pas très content de la moto. Alors est-ce qu'il n'était pas vraiment content de la moto? Est-ce qu'il doutait de lui par rapport aux performances de Vinales? C'est difficile à dire. En tout cas, on a fabriqué des châssis à l'appel, et pendant ce temps, chez Tech 3, on avait une moto de l'an dernier, une moto d'occasion, donc quand même à le dire en plaisantant, Guy Coulon, le chef mécanicien de Johan, une moto, donc un châssis ancien, mais aussi un moteur moins performant, puisque les moteurs de l'équipe Tech 3 prennent 1000 tours minutes de moins en régime maxi, donc ça fait quand même quelques kilomètres/heure aussi en moins en bout de ligne droite. Chez Yamaha, effectivement, on était perdu. On arrive au dernier Grand Prix, les essais ça va pas, rien ne va. Qu'est-ce qu'on fait? On décide pour la course d'aller chez Tech 3, d'ouvrir les cartons qui devaient repartir au Japon. On récupère les vieilles pièces, on refait des motos 2016 et on fait une course toujours pas terrible. Rossi a d'ailleurs dit que il s'était mieux senti sur la moto, mais au final il a pas mieux fait que ce qu'il aurait fait en conservant sa machine 2017. Donc voilà, on est perdu. Chez Vinales est pas content parce qu'on l'a obligé à changer de moto après quelques courses parce qu'on l'a fait douter, alors que il avait été performant sur les 2 premiers Grands Prix, comme on l'a dit. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Chez Yamaha, personne ne le sait. Et voilà, chez Tech 3, on sait qu'on aura du matériel performant. En tout cas, Johan, lui, il doute pas de ce qu'on va lui donner. Il sait qu'il va en tirer le meilleur, qu'il va travailler pour ça. Et on peut espérer effectivement avoir encore une belle saison dans notre Français. Je pense que Rossi, à un moment donné, il a, je pense, énormément aidé Yamaha pour revenir. Il a aidé à ramener la moto au plus haut niveau il y a quelques années. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas vivre dans le passé, ça je suis carrément d'accord. Maintenant, c'est difficile de se prononcer parce que je ne suis pas dans le milieu. Je pense qu'ils ont pris une direction autre. Ils se sont trompés, ça me paraît énorme de dire ça quand même, parce que ce qu'il ne faut pas oublier quand même, excuse-moi, mais ils ont tout mené cet hiver. Le début d'année, ils ont tout mené. Et d'un seul coup, catastrophe. Avant sa blessure, le titre était encore jouable. Donc on parle d'une année catastrophique pour Yamaha, mais Rossi était encore dans le coup. C'est la fin d'année. C'est un peu la fin d'année, exactement. C'est la blessure, le moment de... Alors si on parle de Yamaha, moi ce que j'arrive pas à comprendre, je suis un fan, on en a discuté tout à l'heure, je suis un fan des Grands Prix, je regarde depuis que je suis tout gamin. Il y a une chose que j'ai jamais vue de ma vie. J'ai jamais vu des pilotes gagner et se retrouver à une course juste après, 10e à 20 secondes. C'est pas possible. Merci messieurs. On va passer à la rubrique TechnoShop avec Valentin. Alors cette semaine, je vais vous proposer d'améliorer votre conduite sur la route, mais pas avec un stage de pilotage, avec l'application MotoCoach. Alors cette application, elle a été réalisée en collaboration avec April Moto et Alliance, qui sont 2 assureurs, et elle s'adresse à tous les utilisateurs de 2 roues, moto, scooter, etc. Et son but, c'est d'analyser votre conduite pour vous aider à la rendre plus sûre et plus souple.
Alors son fonctionnement il est très simple puisqu'elle est reliée au GPS et aux différents capteurs de votre smartphone et elle va enregistrer tout un tas d'informations. Ça va être notamment la force de vos freinages, de vos accélérations ou même éventuellement les pertes d'adhérence. Alors en plus, si vous êtes assuré déjà chez April, vous allez avoir droit gratuitement à un petit capteur Bluetooth à installer dans la moto pour une meilleure précision et un enregistrement automatique de vos trajets. Une fois que vous êtes arrivé à destination, vous allez recevoir donc le résumé de votre parcours ainsi que votre score de sécurité et d'éco-conduite établi en fonction de tous ces critères. Sachant qu'il y en a d'autres qui sont pris en compte dans le lot, notamment la météo, l'heure de la journée, le type de route que vous avez ou par exemple le type de trajet urbain ou extra-urbain. Et donc ce score il sert à quoi? Il sert tout simplement à vous donner un repère pour que vous tentiez d'essayer de faire mieux la prochaine fois. Et ça permet aussi d'établir un classement avec tous les autres utilisateurs de l'application pour tenter de remporter des cadeaux lors des différents challenges organisés régulièrement. Et pour finir, cette application, elle est gratuite et elle est dispo sur iOS et Android. Jérôme, tu vas nous parler d'une vidéo Motojournal ? Absolument. Donc, vous voyez actuellement derrière moi la vidéo buzz de la semaine des collègues de Motojournal, à savoir Rémi et Mathieu, qui essayent de poser le genou avec tout type d'engin. Donc Freddy Forêt, ici présent, donne également des conseils pour, si vous êtes sur une moto, faire ce type d'expérience dans le cadre de l'essai de la nouvelle Honda CBR. Mais Freddy, ils ont posé le genou avec tout ? Non, mais alors moi, si on regarde bien la vidéo, et Bader est d'accord avec moi, c'est que avec le vélo, le genou il n'est pas posé. Alors peut-être qu'il l'a posé, mais ils l'ont pas filmé. Mais ah moi ça m'a impressionné, l'espèce de mauvaise début de chute là avec le vélo, c'était parfait. Qu'est-ce que j'ai rigolé. En deux roues, tout peut arriver. Entre les crevaisons, les bandes blanches, les portières, les feuilles mortes, les flaques d'huile, l'aquaplaning, le brouillard et les nids de poules. C'est bon de savoir qu'on peut compter sur son assureur April Moto. Rendez-vous sur april-moto.com pour demander votre devis. On passe au débat avec la grande question du jour. Être motard, est-ce être communautaire? On va écouter Stéphane Saakian, le patron du Harley Owners Group, qui répond à nos questions. Donc on est avec Stéphane Saakian, donc responsable du Harley Owners Group, autrement dit le HOG, et des événements Harley-Davidson. C'est un gros morceau chez Harley, les événements. Ça a toujours été un peu la marque de fabrique de chez Harley-Davidson, donc c'est clair que nos événements sont un impact important pour nos clients. C'est le fait aussi de se rapprocher d'eux et puis de leur montrer un petit peu et de vivre dans nos événements l'expérience Harley-Davidson. Il y a un accueil qui s'est amélioré au fil des années. C'est vrai que pendant des années, on a eu une réputation, même si elle n'était pas avérée au HOG ni chez Harley-Davidson, on avait une réputation de bad boy. Donc bien évidemment, il y a une espèce de barrière qui s'était établie et qui au fil du temps, ils ont bien vu que le HOG et les événements qu'on met en place, déjà au niveau sécurité, voilà, on a quand même effectivement les remerciements des autorités qui nous disent que c'est sérieux et puis c'est familial, donc on accueille tout le monde. Il n'y a pas de barrière en fait quelque part. Les événements se sont développés. Alors que d'autres constructeurs, aujourd'hui, vous emboîtent le pas, c'est-à-dire qu'eux-mêmes organisent leurs événements pour leurs clients. Comment vous faites pour garder une longueur d'avance sur ce point? Tout simplement, c'est qu'un client qui va rentrer dans une concession ou qui va acheter une Harley-Davidson, il ne va pas acheter simplement un produit. Il va acheter tout le mythe qui va avec, qui existe depuis maintenant bientôt 115 ans. Et la vraie réponse, elle est là en fait. Comment tu définirais un peu l'évolution dans le temps de la communauté Harley-Davidson? Elle a évolué ces dernières années avec un peu plus de vintage et il y a du hipster aussi chez Harley-Davidson maintenant. Bien sûr, parce qu'avec les nouveaux modèles qui arrivent sur le marché, ça fait évoluer aussi la clientèle. Et puis le monde a évolué avec. Donc c'est vrai que maintenant on a un vrai mix. On voit aussi des jeunes arriver avec les nouveaux modèles. Avec la 48 exactement. Ou des modèles comme ça. Alors c'est même étonnant. On prend tous les sports de glisse par exemple. Ce sont des gens, quand on discute avec eux, ce sont des passionnés d'Harley. Stéphane, est-ce que la communauté Harley est un peu isolée des autres communautés motardes? C'est un peu l'image qu'on peut avoir. Alors je vais renverser la question. Je pense que c'est les autres communautés motardes qui nous isolent. D'accord. C'est plus dans ce sens-là. Alors c'est vrai on entend toujours dire qu'effectivement Harley-Davidson, les motards Harley qui roulent Harley restent dans leur monde. Mais c'est faux. Moi, pour avoir je roule énormément avec eux, HOG ou pas HOG, il est vrai que souvent, je les vois sur la route, on se dit encore bonjour. Ils sont encore capables de s'arrêter, même si c'est une autre marque qu'Harley-Davidson. Donc je pense qu'effectivement, c'est les autres marques qui nous isolent en disant Harley-Davidson, ils sont seuls dans leur monde. Parce que je connais quelqu'un qui me dit qu'il ne se fait pas faire de signes quand il croise des Harley.
Oui, mais enfin, c'est pas une généralité, je pense. Sincèrement, c'est ce que je pense. D'accord, d'accord. Et comment tu décrirais un adhérent du HOG? Est-ce qu'il y a un profil type? Non, justement. On ne veut pas créer de profil type, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Tous ceux qui ont envie de rouler en communauté quelque part, qui ont envie de rentrer dans un chapter parce qu'ils vont trouver des événements, ils vont trouver un agenda pour eux qui va le séduire. Non, en fait c'est ouvert à tout le monde et on leur dit surtout respectez-vous, c'est ça. Liberté individuelle, le respect de chacun et point. Et prenez du fun. Fun and ride, chez nous, c'est quand même important. Quoi. Voilà ce que pense Stéphane. Donc, les Harley n'isolent pas les autres, ce sont les autres qui isolent un peu les Harley. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alain? Je pense que ça aussi, ça a un peu évolué. Aujourd'hui, je pense que c'est important d'être motard. Et je pense qu'on n'a rien les uns contre les autres. Même si notre manière de voir la moto est peut-être différente, on roule peut-être différemment. Mais de là à mettre vraiment des barrières et des frontières. Tu disais que ça a évolué ces dernières années, un peu l'approche de Harley. Disons que la clientèle a changé. On a depuis quelques années une nouvelle clientèle. On a aussi bien des jeunes que des personnes plus âgées, de n'importe quel milieu. Ce qui n'était pas peut-être il y a 10 ans, 15 ans en arrière. C'était pas comme ça. Toi, Jérôme, tu disais que récemment, tu as eu le permis il n'y a pas si longtemps. Moi, j'ai passé le permis moto il y a 5 ans et ce qui m'a marqué en tant qu'ancien automobiliste, en fait, c'est qu'il y a deux choses. La première chose qu'on vous apprend, c'est qu'une moto, ça ne se conduit pas, ça se pilote. Et la deuxième, c'est qu'on n'apprend pas à conduire une moto ou à piloter une moto, on apprend à devenir motard. Donc, il y a cette notion déjà de communauté dès la formation dans le cadre du permis moto. C'est étonnant, moi ça ne m'est pas arrivé quand j'ai passé le permis. Étant récent motard, est-ce que tu as eu des difficultés à t'insérer dans les divers mondes moto? Alors je vais un peu aller enfoncer des portes ouvertes, mais non dans l'absolu. Oui, quand on voit le comportement de certains sur Paris, et effectivement ça répond un peu à ce qu'on m'avait dit précédemment, notamment ceux ayant une marque allemande. Ah ouais, c'est comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on m'avait dit qu'ils ne me salueraient pas, alors que c'est vrai que même à Paris, où il y a beaucoup de deux roues, malgré tout, entre motards, il y a une certaine... C'est fou ça. Tu l'as déjà senti ça, toi? Alors, moi non. Je suis honnête, hein, j'ai jamais, et même envers les scooters, on nous a beaucoup. Moi, je l'ai senti très souvent. Oui, alors Eric est remonté parfois contre certaines communautés, notamment les scooters. On en a parlé dans la première émission. Moi, j'ai pas eu de problème à essayer un scooter pour la première de Sans Concession. On s'en est étonné. Moi, je fais pas cette différence. Après, c'est un peu la belle parole, mais est-ce qu'on ressent des différences, Freddy? Franchement, moi je roule pas souvent en moto, mais quand j'ai roulé un petit peu en moto sur la route, tu fais un signe quand tu as une moto, tout le monde te répond, c'est cool. Et tu fais un signe quand tu as un scooter, franchement tu te prends des vents, quoi. Et c'est pas les scooters qui prennent des vents quand ils font des signes aux motards? Si, c'est vrai. Ouais, aussi, mais c'est ce que je viens de te dire. Je fais des signes sur mon scooter. Voilà, c'est ça. Et je faisais des signes, et à la fin, je fais comme ça, quoi. Parce que sinon, je dis non, mais oh. Ou alors, des fois, tu sais, tu crois que c'est une moto carrée, tu après, fais ah, merde, tu caches la main. Pas faire la différence entre scooter et moto. Au 3 roues, je suis d'accord. Au 3 roues, il faut zapper, quoi. On a chapelle, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Une moto. Après, c'est intéressant ce que tu dis. Piloter, conduire, scooter, BM, ouais, c'est un peu de la sémantique et puis on est tous un petit peu sectaires, c'est vrai. Moi, ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui m'a bluffé quand on a commencé à vendre le programme en télé, c'était l'avis des chaînes en fait sur notre interprétation, c'est-à-dire qu'ils nous demandent globalement ce qu'on va faire dans la saison, quel type de moto on va essayer, et ils étaient surpris de ne pas voir de scooter du tout dans la première saison. Et puis j'étais surpris même qu'ils l'abordent le sujet, parce que ben non, c'est un scooter, c'est pas une moto. Et en fait, eux, c'est vrai pour les gens lambda, ça ne fait aucune différence. C'est un deux roues. On a mis les pieds dedans dès la première. Mais qui a raison, qui a tort, je sais pas. C'est vrai que nous, on est un peu bête avec ça. On a tendance à repousser. C'est pas la même utilisation. Il y a l'utilisation passion. Et il y a l'utilisation utilitaire. C'est ça en fait qui change tout, c'est qu'il y a la moto, c'est la passion, donc on partage tous une passion. Il y a le vrai chasseur et puis le vrai chasseur, quoi. Non mais c'est comme dit. Moi je suis promis, franchement, un scooter de tous les jours et tout ça. C'est côté pratique. Voilà, c'est pratique, c'est génial et tout. Ouais, mais c'est moi j'en rigole, par exemple, mais sincèrement. L'utilisation que je fais de la moto, donc je fais 15 000 km par an, mais c'est purement utilitaire, c'est du périph' comme tous les Parisiens. Et malgré tout, enfin, ce qu'on dit par rapport au scooter, moi je pense que la formation y est pour beaucoup.
C'est-à-dire que le fait de passer le permis moto, c'est une autre implication. Tu rentres, tu passes un cap en fait. Alors, est-ce qu'il y a un peu une ségrégation par l'argent aussi? C'est-à-dire les machines qui sont très chères, les gens regardent de haut ceux qui ont des machines un peu moins chères? Moi, je l'ai jamais senti, moi, ça. Je pense pas. Moi, j'ai jamais Par senti. rapport au Harley, prix, c'est des machines d'un certain pouvoir d'achat. Pas forcément. Aujourd'hui, une Harley, tu peux en avoir une à 7 500 €. Donc, bien moins cher qu'un scooter qui doit valoir 12 000 €, pour pas citer le T-Max par exemple, et bien d'autres Si, scooters. tu viens de le dire. Voilà, c'est fait. Ouais, mais le T-Max, il n'est pas fabriqué en Inde, du coup. Non. Non, mais pour une moto qui est fabriquée à Milwaukee, ça vaut 10 000 €. Oui, c'est vrai. Pour toi, Freddy, t'as un bitumeux, il y a les crosseux, il y a aussi cette frontière entre motards de compétition. Après, franchement, il n'y a pas de frontière. C'est dans deux choses différentes. Simplement, quand on va se rencontrer, je vais adorer discuter avec quelqu'un qui fait du flat track parce que ça m'intéresse. Parce qu'à partir du moment où tu es un passionné de la moto, moi je respecte tout et j'hallucine sur tout. Plus sérieusement, je pense que la moto c'est un monde de passionnés. Et en fin de compte, le jour quand le scooter est arrivé, c'est surtout l'utilitaire. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de barrière qui est arrivée. Mais non, mais c'est ça, voilà. c'est comme comparer finalement une voiture plaisir avec quelqu'un qui roule dans une camionnette. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont tous les deux 4 roues, mais il y en a un, c'est parce que c'est pratique, et l'autre, c'est parce que ça lui fait plaisir de piloter tel engin. Les chaînes de télé ont découvert que tout d'un coup, la moto pouvait avoir une audience. Alors oui, qu'il y bien a sûr. voilà, il y a des clichés qui disent la moto ne fait pas vendre. En fait, ce qu'on entend depuis toujours, parce que nous, ça fait 4 ans, hein, on a mis 4 ans quand même à faire passer Highside en prime time sur de la TNT. Et en fait, ils partent, c'est très arithmétique comme point de vue, parce qu'ils disent, ok, il y a 30 millions de voitures, de foyers équipés de voitures en France. Combien il y a de motards? Quelque chose comme 3,5, 4 millions, hein, globalement. Donc, ils se disent, bon, bah, vous allez avoir 10 fois moins d'audience. Si une émission comme, j'en sais rien, Automoto, Turbo, Top Gear France, peu importe, fait 1 million, on divise par 10 et là, c'est le score de la moto. Globalement, c'est aussi bête que ça. Sauf qu'en fait, ils se sont rendus compte que pas du tout. Parce que. C'est communautaire. Ben, c'est communautaire, mais c'est aussi addictif. C'est-à-dire que tout le monde a un avis sur la moto. La vieille grand-mère qui traverse la route et qui a un motard qui passe, elle a un avis. Soit elle adore, soit elle déteste, soit elle connaît quelqu'un qui fait de la moto. Tout le monde a un avis sur la moto. Personne ne peut être neutre. Et donc, si personne ne peut être neutre, c'est potentiellement un sujet intéressant. Après, nous, on a, pour te dire, on s'attendait à faire une audience d'à peu près 200 000 téléspectateurs et on a fait 750 000. Donc autant que les émissions de voitures sur RMC Découverte, voire plus que 2 émissions de voitures sur RMC Découverte. La passion, ça, tu peux rien y faire. Moi, à chaque fois, je parle. Quand on part, par contre, où il y a vraiment une barrière, où c'est vraiment un autre monde, si tu me dis entre motocross, vitesse ou des choses comme ça, mais par contre, quand au début, tu rencontres des gens de la voiture en compétition, je te promets, c'est un autre monde. Tu sens que dans la moto, il y a de la passion, vraiment. C'est vrai. Quand tu arrives dans la voiture, tu fais, au début, le mec, il est super cool, mais le mec, on parle pas forcément de voiture, quoi. C'est vrai, c'est plus froid. Quelqu'un de moto, on va parler de moto pendant 1 heure. Je prends les marques japonaises, sans en citer une, Honda, pardon, je fais comme toi. C'est ça. C'est pas. Voilà, ils essaient de prendre le maximum de marché, alors que Harley Davidson, c'est ça qui les différencie, je pense, c'est que tout simplement, ils restent à leur habitude, quoi. Même s'ils s'ouvrent malgré tout, quoi. Il y a un Il y a une image, il y a ce que les autres marques n'auront jamais, je pense, à part peut-être dans 200 ou 300 ans une marque. Ils ont autre chose. C'est pas que la moto. Autour de Harley Davidson, il y a un mode de vie. Il y a plein de choses. Et ça, c'est la différence. Et il y a des rassemblements. Mais c'est même pas que le rassemblement. Il y a un côté liberté. Il y a plein de choses qui font qu'on va rouler d'une certaine manière. On peut rouler aussi d'une autre manière. Ce qu'on ne pourra pas, par exemple, avec une sportive. À quoi ça sert que j'achète une sportive si c'est pour rouler à 50? Une Harley, je pourrais aussi bien rouler à 150, 160 ou à 90. Il y a des gens qui sont venus me dire, Alain, c'est la première fois qu'à 100, j'ai du plaisir en roulant en 2 roues. C'est sûr. Donc il y a plein de choses qui font que c'est une marque qui est différente. Mais est-ce que le fait que ce soit une marque à part, une marque différente, ça fait se sentir un peu différent, un peu plus haut que les autres? Pas plus haut. Je sais même pas ce que ça peut être. Je sais même pas ce que ça veut dire plus haut. Plus haut de rien du tout. Voilà, ça m'amène autre chose. Beaucoup de gens vont être pilotes moto, du moins ils vont rouler en moto pendant 20, 30 ans. Quand ils arriveront chez Harley, il va se passer autre chose. Bah, finalement, c'est un petit peu comme être motard finalement. On se sent un peu différent. Oui, mais le paradoxe avec Harley, je trouve, c'est que très souvent la phrase qu'on entend,
c'est quand on nous croise en sportive, voilà, les fans d'Harley disent ah ouais c'est beau vos engins, mais bon moi mon truc c'est pas la vitesse. Du coup je suis chez Harley. Pourtant Harley c'est une marque qui est née de la vitesse. Bien pour sûr, la vitesse. même Et encore c'est ça aujourd'hui. Ben oui, il court mais c'est encore. complètement incroyable. Beaucoup de personnes qui sont en voiture pensent que les gens qui sont en moto, ce sont des fous. Parce qu'ils sont Oui. en moto, ils sont en 2 roues, ils ont qu'un casque, ils ont des gants et vous êtes des fous. Moi je suis dans ma voiture, je suis tranquille. Et sincèrement, plusieurs fois, j'ai été obligé de me justifier, même auprès de ma belle famille, des choses comme ça, en disant mais écoute, si je serais fou, ça ferait longtemps que je serais plus pilote moto. Je suis tout sauf fou. Et aujourd'hui, si tous les gens étaient fous sur des motos, ça serait longtemps qu'ils seraient plus en vie. Tu vois, donc c'est ça aussi qui paradoxe, c'est que les gens ils prennent Mais sauf la que- réputation du mec qui est en moto. Ah ouais mais toi t'es un fou. Ouais, un mais peu Freddy, comme, dans l'absolu, au final, quand tu prends beaucoup de recul, c'est eux qui ont raison. Non, je pense que c'est l'image que véhicule la moto. Parce que, non mais un gars comme lui qui est capable de faire des courses pendant 24 heures, se bourrer, pousser la moto, Comme toi toi. qui l'a fait, te casser des os, pousser les motos, 4 chutes sur une course de 24 heures, vous êtes des fous, mais à un moment donné, vous êtes... Sur une course de 24 heures. Oui. Ça fait beaucoup Je me ça. rappelle pas. Ah bah moi je m'en souviens très bien, mais c'est pas de sa faute. C'est pas mon record. Non, mais Mais regarde, il faut accepter, c'est le cas en c'est comme- Oui, réalité. mais ça, mais on tu est peux plus dans le tomber, milieu, plutôt dans le milieu de la mais compétition. oui, c'est ça. Pour quelqu'un Ça qui va revient faire au de la même. moto pendant 40 ans, il ne sera jamais tombé. C'est ça. Il roulera Ouais. tranquillement, il l'a dit tout à l'heure. Ça reste quand même plus dangereux que d'être pépère dans une Twingo. Il l'a dit tout à l'heure. ça. On Ça a reste deux plus roues, dangereux. il y a déjà une histoire Bon, d'équilibre. finalement, pas de carrosserie. c'est un peu comme vivre à Paris, vivre à Marseille, quoi. Paris, je pourrais pas. C'est ça. Alors, on entend ça aussi beaucoup. Ouais, mais c'est ça, mais c'est exactement Bon, Ah, mais moi, votre vent ici, il me rend fou. Hein. Mais il n'est pas là tous les jours. tu pourrais pas, quoi. Ah non, je pourrais pas. Moi, la Tu pourrais pas, Marseille, tu pourrais pas. Non, Ok, ok. De voir ce ciel très bas tous les La jours. meilleure ok. réponse, la meilleure réponse, c'est de où est-ce que tu vas en vacances? Dans le sud ou dans le nord? Moi, je vais en Bretagne. Allez, Merci pour le mot de la fin, Jérôme. Merci messieurs, merci Alain, merci Freddy, merci Jérôme, merci Bader. À très bientôt pour une prochaine de Sans Concession. Salut à tous.